Comment les supporters ont-ils pu voir ce superbe but d'Arroyo et le but égalisateur de Lodi sans remarquer ces détails? Je sais qu'il est très courant dans le football que les gens ne remarquent que la fin des actions, le superbe but, le fait que le but soit marqué. Mais il est tout aussi important de comprendre comment elle commence. C'est précisément ce détail qui va déterminer si une équipe est vraiment dominante dans un match ou si elle a simplement eu de la chance sur une finition complètement improbable. Et pour moi, il y a deux personnages fondamentaux dans ce classique entre Cruzeiro et Atlético lors du match aller de la Coupe du Brésil dont presque personne ne parle. Fagner et Renan Lodi. Quand on analyse tactiquement une équipe, on divise généralement le terrain en trois couloirs. Le couloir latéral gauche, le couloir latéral droit et le couloir central. Et les duels les plus courants qui vont se produire dans ces couloirs latéraux, en général, c'est le latéral qui marque l'ailier adverse et l'ailier de l'équipe qui défend qui marque le latéral adverse. Il y a même des gens qui ironisent en disant que l'ailier est l'assistant du latéral. Mais c'est très important et je vais te montrer pourquoi. Regarde, ça c'était la sortie de balle du Cruzeiro et elle va montrer à quel point il est important que ces marquages se fassent, sinon en général, un joueur va finir par se retrouver libre. À 14 secondes de jeu, mais qui montrait déjà un espace important auquel on devait faire attention et surtout que le galop n'a pas si bien protégé que ça. Le Cruzeiro commence la sortie ici par la gauche et on va voir l'organisation défensive à la sortie. Une ligne avec 4 joueurs. Fagner à droite, Fabrício, Bruno, Jonathan Jesus et Villalba ici comme arrière-gauche, Gerson et Luca Romero. Mais regarde comme c'est intéressant. Au fur et à mesure qu'on avance, on voit que le trio du milieu de l'Atlético est généralement plus décalé du côté du ballon. L'objectif ici, évidemment, c'est de surcharger le côté du ballon, de réussir à mettre un peu plus de pression sur le côté où la construction se fait et, s'il doit y avoir un espace, que ce soit dans le couloir opposé. Le problème, c'est que cet espace n'était pas si bien contrôlé que ça, et Fagner, de l'autre côté, était presque toujours démarqué. J'ai eu l'impression que l'Atlético a un peu laissé de côté cette idée que l'ailier marque le latéral pour marquer deux joueurs qui seraient peut-être plus importants pour la relance du Cruzeiro. Il y avait Fred et Bernard qui marquaient toujours Lucas Romero et Gerson. Une logique similaire se produisait lors de la sortie de balle de l'Atlético. Et voici une action à la 5e minute qui montrait déjà quelques opportunités qui pouvaient être exploitées. Regarde, sortie de balle de l'Atlético. Et là, je vais attirer l'attention sur le côté gauche. Ça, c'est une caméra tactique à laquelle nous avons eu accès exclusivement ici sur Futebol Maximo. Ce n'est pas si facile de trouver des images comme celle-ci. Je sais qu'elle est un peu éloignée, mais je promets que je vais passer très lentement pour faciliter la compréhension, d'accord? Le ballon arrive par le côté gauche, et là, on va voir ces 4 joueurs. Qui sont ces 4-là? Le latéral et l'ailier de l'Atlético, Renan Lodi, et Kevin Castanho, qui provisoirement jouait ce rôle. E no lateral ele é de Cruzeiro, Fagner e Arroyo. L'ajustement naturel serait quoi? Fagner sur Castanho, Arroyo sur Lodi et tout le monde est marqué. Mais regarde ce qui se passe dans la suite de l'action. Et ça va être très important pour que tu comprennes comment les buts des deux équipes ont commencé. L'Atlético va revenir un peu plus. Lodi remet ce ballon à l'intérieur, le ballon revient au défenseur central. Et je veux attirer ton attention sur le comportement d'Arroyo. Arroyo est un gars qui n'a pas tant de caractéristiques défensives que ça. Et Cruzeiro avait déjà un peu souffert lors des 2 matchs contre Flamengo en Libertadores à cause de l'absence défensive de l'ailier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait ça souvent? Il laisse le latéral. Et là, on peut comprendre que parfois, c'est sur instruction ou par instinct du joueur sur le terrain pour aller presser le défenseur central. Contre Flamengo, je pense que c'était sur instruction. L'idée était vraiment de presser haut à certains moments. Là, ça m'a semblé un peu plus désorganisé. Et quand Arroyo quitte le marquage de Renan Lodi pour aller sur Vitor Hugo, regarde ce qui se passe. Bernard se décale sur l'extérieur, sa position naturelle. Il retient Fagner en bas. Et là, l'Atlético place Renan Lodi et Kevin Castanho dans le dos d'Arroyo. Autrement dit, un espace très clair qui pourrait être exploité avec un avantage numérique. Et avec un avantage numérique, il y aura toujours quelqu'un de libre. Quelle est la leçon que je veux que vous reteniez de tout ça? Quand on part du principe qu'il existe des marquages naturels d'une formation à l'autre, le latéral sur l'ailier sur le latéral, si l'un de ces marquages n'a pas lieu, il y aura une supériorité numérique. Le latéral va déborder et combiner à 2, latéral et ailier contre le latéral adverse. En mettant des noms ici, on peut parler par exemple de Fagner et Arroyo contre Renan Lodi, puisque Fagner n'était pas si bien marqué que ça. De l'autre côté, la même logique s'applique aussi. Si Arroyo est monté pour presser et que Lodi s'est retrouvé dans son dos, si le ballon arrive de ce côté, c'est Lodi et Bernard contre Fagner. C'est une logique assez simple, mais que presque personne ne remarque. Tout comme 68% des personnes qui regardent cette vidéo ont probablement aussi oublié de s'abonner à la chaîne. Malheureusement, cela devient plus courant que je ne le souhaiterais. Alors fais-moi plaisir, clique ici en bas et continuons.
Pour faciliter la compréhension de tout le monde, je vais mettre ça ici sur le tableau pour que personne n'ait de doute, d'accord? Ici, on a le 4-2-3-1 de Cruzeiro, avec Mateus Pereira en numéro 10, Arroyo et Wesley sur les ailes et Caio Jorge devant. De la même manière, l'Atlético partait aussi en 4-2-3-1, d'accord? La ligne de 4 est bien claire ici. Maicon et Castagno un peu plus en retrait, Bernard sur l'aile gauche, Fred en numéro 10 et Cuero à droite. Et c'est là que ces déséquilibres se produisaient. L'Atlético privilégiait généralement ce type de marquage et Fagner se retrouvait libre sur le côté pour avancer et combiner à deux avec Arroyo contre Renan Lodge. De la même manière, cela se produisait aussi dans l'autre sens. L'Atlético construisait la sortie de balle et Arroyo, au lieu de venir sur Castagno ici comme le faisait Bernard, montait généralement sur Vitor Hugo. Et là, on voit Mateus Pereira et Gerson caler sur les deux milieux défensifs, Romero ici sur Fred, Cruzeiro change un peu sa formation au moment de défendre et Lodge restait libre pour combiner à deux. Lodge et Bernard contre Fagner. Curieusement, c'est le même couloir qui offrait des opportunités aux deux équipes. Le côté droit de l'attaque de Cruzeiro permettait à Cruzeiro d'avoir plus d'espace. De même, le côté gauche de l'attaque de l'Atlético était la grande opportunité pour gagner le match. Et devine par où sont venus les deux buts? Le regard du supporter lambda fait quoi? Il voit ici Arroyo contrôler ce ballon, tenter sa chance dans une situation complètement improbable, une frappe puissante de loin, le ballon prenant une courbe incroyable. Everson la touche encore, et Arroyo marque un superbe but pour donner l'avantage à son équipe. Mais ceux qui sont déjà abonnés ici à Futebol Max ou qui ont l'habitude de voir le jeu d'une manière différente ont compris qu'il existe peut-être des choses plus importantes que le simple détail final du but. Et cela compte aussi dans notre fantasy game. Alors fais ceci, clique sur le lien qui se trouve ici dans la description et viens rejoindre notre club. C'est un jeu que nous avons créé où la performance réelle des joueurs influence leur score dans le jeu. Alors revenons au début de l'action et ça va nous aider à comprendre tout le déroulement et comment Cruzeiro est arrivé à cette opportunité. Regarde bien, sortie de balle, le ballon va arriver ici à Fabricio Bruno et on va voir d'abord si l'Atlético était bien en place ou non. S'il y avait un joueur qui devait travailler 2 fois plus, c'était Cassiera. En général, il marquait les deux défenseurs centraux en même temps. Et quand il est parti sur le côté droit pour se coller à João Marcelo, Fabricio Bruno se retrouvait libre ici derrière. Ceux qui se souviennent du même affrontement en quart de finale de la Coupe du Brésil l'année dernière, l'Atlético a aussi commis cette même erreur, on peut le dire. Quand l'attaquant n'a pas cette intensité pour couvrir des deux côtés, et c'est naturel que cela arrive à certains moments, le défenseur central va avoir de l'espace pour avancer avec le ballon. Fabricio Bruno, l'année dernière, a eu ce même espace pour avancer avec le ballon. Il a aussi réussi une frappe improbable, tout comme Arroyo, et il a fini par marquer un superbe but aussi contre Everson. Curieusement, Fabricio Bruno a tenté le même mouvement dans ce match, mais ici, ce ne sera pas le cas. Fabricio va avancer avec le ballon et regardez ici l'ajustement dont j'ai parlé à l'intérieur. Bernardo, au lieu de se déplacer ici sur le côté vers Fagner, il marque Romero à l'intérieur. Et ça va finir par surcharger qui? Kevin Castagno, qui était au marquage d'Arroyo, qui sort beaucoup de sa position, qui vient beaucoup jouer à l'intérieur, comme une sorte de deuxième numéro 10, à côté de Mateus Pereira. Et ici, Maicon est en train de marquer Mateus Pereira. Et Castagno va se retrouver partagé entre Arroyo et l'arrivée de Fagner, qui était presque toujours cet homme libre. Avec ça, Fabricio Bruno a plus d'espace et l'Atlético commence à corriger un peu le marquage. Lodi s'organise pour aller à nouveau sur Arroyo et Castagno joue ce rôle d'ailier pour rester ici sur Fagner. En principe, tout est en ordre, mais en pratique, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Comme Arroyo joue le rôle de numéro 10, il va évoluer dans une zone qui ne fait pas trop sortir Lodi de sa position. Je dis que c'est une zone plus inconfortable pour le latéral, qui doit soit sortir beaucoup pour aller presser haut, soit trop s'écarter, soit trop jouer à l'intérieur. Et c'est là que Cruzeiro a profité de l'opportunité. Regarde, Fabricio avance avec le ballon, il continue d'avancer, regarde Arroyo à l'intérieur, pratiquement comme un numéro 10, et Lodi hésite même, non? Est-ce que je vais jusqu'à Arroyo, je le suis autant que ça, ou je reste ici derrière? Fabricio Bruno fait la passe à Fagner. Cela oblige presque aussi Lodi à se réadapter, même s'il y a une logique de 3 contre 3 ici sur le côté. Cruzeiro crée un avantage, il sort Lodi de sa position, qui a dû monter depuis l'arrière, et il vient plus à l'intérieur pour aller sur Arroyo, et quand le ballon revient à Fabricio Bruno, regarde l'espace qui vient dans le dos de Lodi. Mateus Pereira remarque l'opportunité. Fabricio Bruno lâche ce ballon sur le côté et Castagno se retrouve aussi partagé. Il reste sur Fagner, il arrête de marquer Arroyo à l'intérieur, qui se retrouve libre. Mateus Pereira, très intelligent comme toujours, sait qu'ici il n'aurait pas l'avantage de tourner sur le défenseur, physiquement plus fort et plus rapide que lui. Le ballon revient à Arroyo et là, la frappe paraît improbable. Oui, mais c'était une logique très bien construite pour sortir Lodi de sa position et démarquer Arroyo, qui jouait aussi hors de position, et le laisser libre dans ce contexte. La frappe est improbable, Arroyo mérite tous les éloges pour ce superbe but, mais cela n'arrive que parce qu'il a eu de l'espace pour finir, et cet espace est né de la manipulation du marquage.
Et là, je vous laisse en profiter, une superbe frappe de l'Équatorien pour marquer ce superbe but ici, qui ouvrirait le score dans cette incroyable confrontation de Coupe du Brésil. Curieusement, cette même logique de ne regarder que la fin de l'action s'est aussi produite ici, du côté du but de l'Atlético, quelques minutes après le but d'égalisation, dont tout le monde ne parle que de cette possible erreur ici d'Otavio, et quand Lodi frappe entre le gardien et le poteau. Curieusement, Lodi a même donné une interview en disant qu'il travaille avec un consultant tactique personnel, c'est-à-dire que le joueur réfléchit et cherche à en savoir plus sur le jeu que vous ne l'imaginez. Et il savait qu'Otavio avait tendance à sortir un peu plus. Oui, j'ai un analyste, n'est-ce pas, qui s'appelle Arthur Botilero. Il vit là-bas au Portugal. Et après chaque match comme ça, pardon les gars, on a l'habitude de toujours faire l'avant-match et l'après-match, n'est-ce pas? Donc il a beaucoup étudié l'équipe de Cruzeiro. Et dans cette action ici du but, on avait étudié que leur gardien essayait toujours d'anticiper un tout petit peu avant. Et c'est pour ça que j'ai eu l'initiative de tirer le ballon en hauteur et d'avoir la chance de marquer ce beau but. Il réussit sa frappe, ou du moins tente sa chance, déjà en connaissant ce contexte préalable. Mais analysons le début de l'action, et on va voir comment ce même couloir a été responsable du but de l'Atlético. Regarde, encore une fois, on voit ici Cassier jouer ce même rôle, n'est-ce pas, en se partageant entre João Marcelo et ici Fabrício Bruno. Et là, je vais attirer l'attention sur ce même marquage de l'Atlético. Regarde comment tout s'est répété tout au long du match, et ce n'est pas un simple hasard. Le trio de milieu, et ici c'est un peu inversé, d'accord, Alan Franco est monté un peu plus, donc c'est Alan Franco, Fred et Bernard qui marquent le latéral et les deux milieux défensifs, tandis que Fagner reste libre dans le couloir opposé. Cruzeiro essaye de construire de ce côté, ici Coelho joue le rôle d'Alan Franco, ils ont juste échangé de position dans cette situation, c'est une situation de jeu, je ne pense pas que ce soit quelque chose de vraiment réfléchi et planifié. Coelho récupère ce ballon, et regardez comment l'Atlético charge davantage le côté du ballon, comment il met plus de joueurs de ce côté pour presser. Si Cruzeiro veut trouver l'espace dans le couloir opposé, il va devoir faire circuler le ballon un peu plus vite. Et qui savait déjà ça? Fabrício Bruno qui demande le ballon, Gerson qui fait signe et Fagner qui est libre de l'autre côté. Mais malgré tout, Cruzeiro insiste à sortir le ballon de ses côtés. João Marcelo cherche la passe vers Wesley, qui se retourne mal et perd le ballon. Et l'Atlético récupère déjà dans le camp adverse, avec la défense de Cruzeiro désorganisée. Ici, l'action va passer par quelques échanges de passes et je dois attirer l'attention sur le comportement de deux joueurs. D'abord, Coelho. Il était dans une zone très éloignée du marquage de Fagner. Tu te souviens du but de Cruzeiro, comme je l'ai montré? Arroyo quittant sa position a embrouillé le marquage de Lodge. Coelho fait la même chose ici. White Fagner hésite. Jusqu'où est-ce que je le suis ou jusqu'où est-ce que je garde et protège mon espace? La même chose va arriver avec Renan Lodge. Regarde Lodge qui sort de derrière. Arroyo est déjà venu fermer à l'intérieur pour marquer Coelho et il se rend même pas compte que Lodge est en train de passer par là. Ce qui permet non seulement à l'Atlético d'avoir la possession, mais aussi d'occuper avec qualité la zone offensive. L'Atlético va échanger peu de passes et on arrive dans ce contexte, une situation de jeu, d'accord? Où Lodi Lodge va rentrer à l'intérieur pour essayer de conclure comme un attaquant et Coelho a fini par s'écarter ici sur l'aile. Et cela crée encore une fois ce 2 contre 2. Coelho et Lodge, et non Bernard et Coelho, cela a un peu changé au cours du match, n'est-ce pas? Coelho change de côté dans cette situation du match, contre Arroyo et Fagner. Et cela crée ce contexte, et les détails sont très intéressants. Regarde, Lodi Lodge observe d'un côté, il observe de l'autre, et il commence à comprendre où se trouvent les avantages possibles pour lui. Fagner observe aussi. C'est un gars très expérimenté, et il sait qu'il faut être attentif à tout le contexte, pas seulement au ballon, mais aussi à son éventuel vis-à-vis. Le problème, c'est qu'avec Coelho ici sur le côté, Lodge, il force Fagner à regarder vers l'avant et Lodge reste dans l'angle mort. Comme il est dans l'angle mort, il commence à partir pour recevoir en profondeur. Coelho s'en rend compte, fait la passe par là, non pas grâce à une supériorité numérique, mais peut-être grâce à un avantage positionnel. Le joueur est mieux placé, il est dans l'angle mort de l'autre et il a encore l'avantage de partir en premier. Lodge part en premier, il reçoit la passe, il sait déjà qu'Otavio n'a pas l'habitude de bien protéger ce premier poteau. Il tente la frappe et il marque un but égalisateur qui laisse tout ouvert dans ce grand match entre Cruzeiro et Atlético pour la Coupe du Brésil. Je suis passionné par ces détails du jeu et je ne me concentre pas seulement sur les détails finaux, seulement sur la frappe, sur la bourde, sur l'erreur. J'aime comprendre le contexte dans son ensemble. Et généralement, là où il y a de l'espace, c'est de là que vont commencer à surgir des opportunités. Dès la première minute, on remarquait qu'il y avait cette opportunité, les deux équipes en ont profité, et cela s'est soldé par un but de chaque côté, profitant de ces failles défensives de l'autre équipe. Si toi aussi tu aimes regarder le jeu d'une manière plus approfondie, je t'invite à regarder cette vidéo ici. Dans cette vidéo, on te présente un peu plus notre fantasy game, gaming, le jeu qu'on a développé. Et comme je te l'ai dit, la performance dans la vie réelle impacte le score dans le jeu en ligne. Et tu peux y affronter tes amis. Et bien sûr, en plus de cette vidéo, celle-ci, celle-là et celle-là aussi sont excellentes pour que tu puisses enchaîner les vidéos sur la chaîne.